ont perduré dans le temps sans problème, sans s'abîmer. Alors, Madame Delande, si les décors en carton-pâte ont perduré dans le temps, on a la chance énorme qu'à Versailles, justement, ces décors-là ont été préservés du fait que les lieux n'ont pas été saccagés, n'ont pas été soumis aux intempéries et ont été plutôt restaurés même. Je pense au Trianon, le théâtre de la Reine a été connu un entretien sous l'Empire et surtout sous Louis-Philippe, et ce jusqu'à nos jours. Donc ces décors ont été bien préservés. Mais le fait que ce soit en carton-pâte n'induit pas que c'est une matière plus périssable qu'une autre. C'était au contraire extrêmement solide. La technique était très éprouvée. Mais il est vrai que le théâtre de la Reine aujourd'hui est un des décors en carton-pâte les mieux préservés du XVIIIe siècle français. On sait qu'il y avait toute une production de petits objets, des boîtes, etc. et qu'on utilisait beaucoup le carton-pâte, notamment pour les décors éphémères. Il est probable que Joseph Deschamps en a réalisé à l'occasion des fêtes que Marie-Antoinette donnait à Trianon. Et par contre, même le côté éphémère implique que tous ces décors-là ont disparu. Donc le théâtre de la Reine est vraiment un survivant. Voilà. Oui. Vous avez parlé de pierre de Conflans, alors que d'habitude on dit que c'est en pierre de Saint-Leu qu'est construite la chapelle. Alors, c'est une bonne question parce que je sais que Florian Audouin, lors de sa visite, mentionnait la pierre de Saint-Leu. La pierre de Conflans, c'est ce que j'ai trouvé dans les sources. Alors, très, très franchement, je vais vous faire une réponse de Normand. Je ne sais pas exactement qui a raison. Est-ce que le bâtiment est construit en pierre de Saint-Leu, ce qui est absolument logique, puisque on s'approvisionnait, les bâtiments, en tout cas pour Versailles, s'approvisionnaient dans la carrière de Saint-Leu. Et est-ce que les bas-reliefs, eux, ont été exécutés dans une autre pierre? Est-ce que ce terme que l'on trouve dans les archives est un terme assez générique et qu'en fait ça reste de la pierre de Saint-Leu? Il faudrait pouvoir les regarder de très près, voire même faire une analyse pétrographique, ce qu'on n'a pas fait bien évidemment. Donc je n'ai pas de réponse très claire à vous donner, si ce n'est que les sources mentionnent pierre de Conflans, en tout cas pour la partie décor sculpté de Joseph Deschamps. Frédéric Didier, il me semble, parlait de Saint-Leu. Alors, moi je n'ai pas eu accès aux rapports de restauration, je ne sais même pas s'ils existent, j'ose espérer quand même. Peut-être qu'à cette occasion, à l'occasion de la restauration de la chapelle Couvent de la Reine, des analyses ont été faites. Dans ce cas-là, en effet, ça prouverait que c'est Saint-Leu. Moi je ne vois que ce que je lis, donc voilà, j'ai mentionné Conflans parce que c'est ce que disaient les archives. Mais... Je suis Hugues de Basler et je travaille beaucoup dans la pierre. Oui. Et je peux peut-être apporter une ébauche d'hypothèse. Volontiers. Qui vient de Philippe et Annie Blanc, qui sont géologues et qui ont énormément travaillé sur les carrières d'origine des pierres des monuments historiques. Il semblerait que cette dénomination de pierre de Conflans vienne de carrières qui sont à l'ouest de Vincennes. Qui n'a rien à voir avec Saint-Leu. Mais c'est du calcaire parisien. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que dans les faits c'était des carrières distinctes. Et si dans les sources on mentionne Conflans, j'aurais tendance à croire les sources, mais après il faudrait faire une analyse en effet de la part des époux blancs, ce serait intéressant. Bon, voyez, il y a encore des mystères. Hein. Oui, il faut leur demander. Il faut leur demander en effet. Alice Leroux qui travaille au CRMH, au Centre de recherche des monuments historiques. C'est là toutes les données, les échantillons, etc. que Philippe et Annie Blanc ont mis en place. Est-ce qu'ils avaient participé au chantier de restauration, c'est ça? Je n'ai pas participé à ce chantier de restauration-là. D'accord. Mais à bien d'autres. Vous voyez, ça reste encore à préciser. Oui. Je voulais savoir si les travaux menés, que ce soit au Grand Théâtre de Versailles ou au Petit Théâtre de la Reine, étaient plus ou moins soumis à l'administration des menus plaisirs dans la mesure où il s'agissait de lieux de spectacle ou pas, parce qu'on était dans le dur ou dans le permanent. Alors, je ne veux pas vous raconter de bêtises, mais il me semble que dans les deux cas, c'est vraiment les bâtiments du Roi et Palais Menus Plaisirs qui encadrent le chantier. Tout
tout simplement parce qu'en effet c'était plutôt une construction, un aménagement intérieur, les menus intervenant peut-être plus lorsqu'il s'agit de choses éphémères. On voit par exemple à l'occasion des mariages du dauphin, fils de Louis XV, que là les salles de spectacle qui sont aménagées à la grande écurie, si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils sont encadrés là par les menus, mais parce qu'on est dans une salle qui est vouée à disparaître après les cérémonies. Tandis que là, on est vraiment dans une démarche pérenne. D'où l'intervention des bâtiments et du premier architecte, Gabriel, et ensuite Nick pour le théâtre de la Reine. Je voulais vous demander sur la façade en fait, de la chapelle, ayant fait en fait mes études ici, j'avais l'habitude de voir mes deux statues habituelles, Saint Jean Chrysostome et puis l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Elles étaient donc elles ont été mises postérieurement donc. Alors, on voit que dans les mémoires pour travaux, donc dans les mémoires qui sont signées Augustin Bocciardi, qu'il y avait de la rhombos, donc vraisemblablement des figures, des statues destinées aux niches, ou peut-être même à orner la toiture, puisque si l'on regarde les premiers projets de Mick, à la manière de temple antique, le fronton était orné de 3 statues. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne me semble pas que Joseph Deschamps les ait exécutées, et que donc ces sculptures sont probablement postérieures. Et donc c'est pour ça qu'elles ont disparu lorsque la chapelle a été refaite, alors ? D'après Frédéric Dubier, qui a fait la restauration, elle date du 19e siècle. Il les jugeait de très mauvaise qualité et il les a envoyés à Saint-Louis. Dans les archives, dans les réserves de la cathédrale. Non, elles sont parties depuis longtemps. Elles sont maintenant au moment de la rénovation de la chapelle. Elles sont au centre Zanam et l'autre, je ne sais pas où. En fait, elles sont restées pendant 2 ou 3 ans dans la cathédrale Saint-Louis quand on rentre à droite. Et après, il y en a une au centre Zanam et la deuxième, je vais retrouver. Elles sont reparties. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que bon. Ce sont des plâtres en fait. Ah, des œuvres d'édition. C'était des œuvres d'édition. C'est un peu Saint-Sulpicien. Bon, alors en plus. On est loin des grâces de Joseph Deschamps. Il y a une question. Oui. Vous parlez de jardin anglo-chinois. Quel est l'aspect chinois de ces jardins dans le domaine de Marie-Antoinette? L'aspect anglo, on le connaît très bien, mais l'aspect chinois, je ne le vois pas très bien. Et bien, le jeu de bague, notamment. Le jeu de bague qui est d'un caractère exotique, complètement dans son architecture, qui a une ornementation très extrême orientale. Malheureusement, la vue, je n'avais pas un détail, mais les toitures étaient ornées de dragons, c'était construit à la manière de petites pagodes, et il y avait même 3 figures de Chinois qui servaient à mouvoir justement le dispositif avec les bagues. Donc l'aspect chinois aurait disparu? Ah bah oui, non, aujourd'hui... Il ne reste plus que le rond en fait. Oui, exactement. Il y a une autre question? Oui, c'est moi. Oui, je voulais vous remercier pour votre présentation. J'avais lu l'article dans Versailles et j'avais beaucoup apprécié, ne serait-ce que la profession de son père, qu'on connaissait peu, c'est une profession qu'on connaît peu. Moi, ma question est simple. Je viens de lire dans le journal Versailles, dans la revue Versailles, aussi un sculpteur qu'on connaît peu, qui s'appelle Masson, qui a effectivement, il y a une statue ou des statues de lui à Versailles, mais je crois qu'il y a beaucoup de statues à Versailles, de sculpteurs qu'on ne connaît pas. Donc il me semble que vous avez beaucoup de travail dans l'avenir. Merci. C'est le cadeau de fin d'année. Moi, bonsoir. Je voulais aussi éventuellement, si vous aviez quelques informations sur la période où Jacques-Ange Gabriel est remplacé, je vais plus avec ces personnes de prescription, mais avec le changement de pouvoir. Oui, alors c'est plus ou moins organisé par Commandant Givillet, qui est directeur des bâtiments du roi et qui entreprend de réformer son administration. Il me semble que justement Madame de Ressac, dans sa thèse sur Richard Mick,
explique assez bien ce passage où Gabriel est entre guillemets évincé. Alors je ne sais pas si le terme est vraiment si juste, mais en tout cas il est remplacé par Mick. Donc je vous invite à consulter cet ouvrage qui a été publié, je crois, dans les années 2011, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il est accessible oui, en 2011, c'est ça. Il y avait un autre architecte aussi qui aimait beaucoup Marie-Antoinette, c'est Pierre-Adrien Paris, oui. Qui a fait des décors, des salles, etc. Et la salle... merci, oui. La salle qui a servi après aux États généraux avait été reconstruite derrière le menu plaisir, mais elle était placée le long du corps central côté sud, dans l'angle creux entre le corps central et l'aile du midi, côté jardin. Et la façade d'ailleurs au premier étage avait été assez abîmée, parce qu'ils avaient fait un grand portail pour aller de la salle de l'Empire actuellement vers l'entrée de cette salle. Et Napoléon a fait reconstruire, reboucher les lacunes de cette façade, ce qui fait qu'à cet endroit-là, les décors qui sont sur l'extrado des arcs des fenêtres sont des décors empire. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Mais bon, c'est peut-être hors du sujet. Mais Pierre-Adrien Paris, c'était un architecte de fête qui faisait des fabriques provisoires avec de la toile, du bois, de la toile peinte et peut-être d'autres décors comme du carton-pâte. Ce que vous évoquez était justement éphémère, ce qu'on appelle les maisons de bois, oui. Que Marie-Antoinette décide de faire aménager en revre à l'extérieur, oui. L'hiver, pour pouvoir y tenir sa cour et faire les fêtes de cour. Donc en effet, c'était sans doute piloté, je crois, par les menus, puisque c'était déjà pour les fêtes, et en plus c'était censé être démontable et reconstruit d'une année sur l'autre. Et on a, je crois, des très beaux dessins qui sont conservés à Besançon, justement dans le fond de l'architecte Paris. Une question? Eh bien, vraiment un très grand merci. Je m'adresse beaucoup à Christine. Alors, on vous propose maintenant deux solutions. Ceux qui veulent partir directement vont sortir rue de Provence et Madame Lebec va leur ouvrir avec le guide. On vous demande s'il vous plaît d'être rapide, de l'ordre de 10 minutes pour sortir du lycée. Et ensuite, on propose également une visite nocturne de la chapelle à ceux qui le souhaitent. Donc là, il faut nous attendre dans le hall, s'il vous plaît, et puis on se dirigera avec Monsieur Arsac vers la chapelle.